Bonjour à tous. J'avais juste envie de faire une petite vidéo pour compléter une vidéo que j'avais fait déjà il y a quelque temps sur petit cours sur l'être humain. À mon sens, il est important de toujours réviser nos connaissances qui, justement, évoluent dans ce présent. Et c'est vraiment ce mode présent que j'aime à apporter et à revivre et à relire quelque part. Notre sagesse est que nous pouvons utiliser nos connaissances, mais que si on se dit que nous sommes des êtres en pleine évolution, il faut toujours pouvoir aussi remettre en question tout ce que l'on connaît. J'aime à m'informer de ce qui se passe de nouveau pour justement compléter ce que j'ai pu connaître, savoir, intégrer. Et j'ai la chance de par mon présent, de par mon activité, de pouvoir faire évoluer certaines connaissances, notamment en psychologie, en comportement. Ça va même assez loin, je dirais. Alors, je ne m'estime pas du tout être scientifique. Ce sont juste des retours que je fais par rapport à ce que moi je peux constater et qu'effectivement certaines connaissances étaient très justes, oui, mais qui sont peut-être aujourd'hui à réévaluer avec notre monde qui est. On n'est plus dans les années 50, on n'est plus à l'âge de pierre, on a évolué entre-temps, nos cerveaux ont évolué, et nos modes d'adaptation ont évolué. Et comme on peut le voir, les virus aussi, et la vie, elle continue. La vie, elle est toujours en perpétuelle évolution. Il n'y a que nous qui, des fois, restons un petit peu coincés dans nos propres positions, dans nos convictions et dans nos connaissances. La sagesse ou être humble, c'est ça, c'est de pouvoir toujours remettre un peu à zéro ce qu'on connaît, parce que l'expérience qui m'est proposée sur le terrain me montre que des choses sont pas tout à fait pareilles qu'hier. Et c'est juste, en tous les cas. Moi, ce que je voulais juste repréciser, c'était par rapport toutes ces connaissances que nous avons sur l'être humain et qui évoluent à grands pas, et tant mieux. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qu'on n'entendait pas il y a encore quelques années. Pour ma part, j'en suis très heureuse. On voit apparaître plein de nouvelles philosophies, entre guillemets nouvelles, parce que ce qui était dit il y a plus de 10 ans, aujourd'hui se valide. Et c'est vrai que c'est important parce que ça prouve que les mentalités sont en train aussi de s'ouvrir et qu'on reste moins figé sur ce qui était. Euh, Peut-être que ce monde que nous avons vécu, où ça a mis un petit peu tout le monde dans le doute, a permis aussi de se reposer les bonnes questions et de savoir est-ce qu'on n'était pas un peu trop soumis, un peu trop à suivre sans poser une certaine forme de discernement. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que quelque part, dans tout ce qui nous a été proposé, ça nous a pas aussi montré que on se laissait un petit peu manipuler, je dirais, mais pas dans le mauvais sens, que je n'entendais pas le mot dans le mauvais sens, mais plutôt par oubli de soi. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de revenir à nous, de nous poser les bonnes questions. Et ce qui est important, c'est que les réponses, nous les avons, nous, en nous, et que c'est personne d'autre qui peut nous les apporter. Ce qui est juste pour l'un ne sera pas forcément juste pour l'autre. Nous sommes des vraies petites révolutions à nous tout seuls. On a un fonctionnement classique d'humain qui est à peu près pour tous pareil. Maintenant, nos histoires personnelles ont fait que ça nous a modifiés, que ça a fait évoluer certaines choses qui seront, ce qui est tout à fait juste, en tous les cas, différent d'un individu à l'autre. Donc, ce qui a amené aujourd'hui, c'est qu'on a bien vu que l'environnement et le patrimoine génétique reçu fait que nous sommes différents dans ce sens-là. Alors, comment ça se passe à la naissance, hein, depuis la naissance, on va dire, hein, c'est que nous sommes un ensemble de cellules à la base, hein. Donc, dans la culture chinoise, c'est le qi, hein, c'est l'énergie de vie de toute façon, qui est transmise de la mère à l'enfant, du rein au rein. Et nous portons ce patrimoine tout au long de notre vie. Donc, qu'est-ce qui a amené dans les premières cellules, en tous les cas? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le phagocyte,
Le phagocyte, il est constitué de deux pôles, quelque part. Il y a un pôle reproduction et un pôle qui est plutôt sur les programmes, quelque part. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en termes de mémoire, pour être un petit peu plus dans le langage actuel. Donc le cytoplasme, c'est vraiment celui qui va être dans la reproduction, qui va créer toutes les cellules, qui va les dupliquer, qui va les multiplier, qui est en lien avec le métabolisme et qui est en lien avec l'ARN. Et nous avons aussi donc tout un noyau qui sera sur la base du génome, c'est ce qu'on appelle l'ADN, et qui sera en lien avec toute notre génétique, les mémoires de famille, donc qu'on retrouve au niveau des gènes et des chromosomes. Donc ça a été important au niveau de tout ce qui est des études du cerveau. On a bien vu qu'il y avait une grosse part qui avait été impulsée ou impactée. Alors, c'est pas nouveau parce que nous avons quand même beaucoup de psychologues ou de psychanalystes qui le présentaient déjà, que nous portons une mémoire d'événements traumatiques, par exemple, et des modes de conditionnement qui sont innés ou en nous, en tous les cas. C'est ce que classiquement, nous, on appellerait des mémoires qui se reproduisent et qu'on va retrouver. Donc aujourd'hui, on peut le valider, on peut les retrouver, ces mémoires de traumatisme. Donc c'est bien impulsé dans notre génétique. Alors ce que nous portons, c'est 50% du patrimoine maman, 50% du patrimoine papa. Donc effectivement, à nous tout seuls, déjà avant de naître, nous avons en nous ces deux pôles qui font que nous naissons pas euh, purs et nous naissons déjà avec ce patrimoine. Donc, quand nous arrivons sur Terre, nous avons déjà des programmes quelque part en nous qui vont s'activer avec ce qui a à se vivre dans l'instant T. Et notre but, quelque part sur cette Terre, serait de les libérer dans l'absolu pour justement pouvoir reprendre son chemin d'éveil ou son chemin de conscience. Parce que qu'est-ce que c'est l'éveil? C'est juste la conscience. Je peux libérer, c'est-à-dire que ce serait redevenir un corps qui serait euh, sans programmation, mais complètement libre de ses choix et responsable consciemment. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas encore gagné et qu'il nous faudra sans doute plusieurs vies, peut-être pour épurer tout ce patrimoine que nous avons reçu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit de la plasticité du cerveau et qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire rebouger tout ce qu'il y a dans notre cerveau. C'est vrai que autant avant, on était un peu à se dire qu'on essaie comme ça, et ben c'est trop tard et tant pis. Autant aujourd'hui, les retours qu'on en fait, c'est que tout peut être modifiable et que tout ce travail entre les synapses et les connexions neuronales peut bien sûr se remodifier et qu'en bougeant un système d'habitude, on remodifie nos connexions neuronales, ce qui va remodifier notre génétique et notre ADN. Donc oui, aujourd'hui, l'évolution de la science fait que ce qui se disait hier, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est validé. Et effectivement, c'est tout à fait possible. On sait aujourd'hui, alors, ce qui avait été impulsé, c'était qu'on n'utilisait que 2%. On a des chiffres qui sont entre 2 à 5% de notre génétique qui a été utilisée sur à peu près 95% qui ne serait pas utilisé et qui avait été mis à peu près dans l'étiquette comme gène poubelle. Ce qui a été mis en avant, c'est que tous ces autres gènes, finalement, sont et servent pour ceux qui sont opérationnels. Donc, les Russes avaient fait ces études-là il y a déjà beaucoup d'années et avaient bien prouvé que tous ces autres gènes étaient en interaction avec ceux qui sont opérationnels sur le terrain et qui sont des capacités innées que tout le monde a, puisque nous les avons tous en nous. On ne les utilise pas, mais on les a en nous et qui serait vraiment tout ce qui nous on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, la télépathie, tout ce qui dans notre monde aujourd'hui avait été un peu étiqueté de mystique ou de surnaturel. Et puis ça n'a rien de surnaturel, ce sont juste des capacités propres à chacun que nous développons ou pas
et que nous développons, c'est plutôt que nous développons dans le cadre de notre cerveau. Mais nous les avons tous. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que on peut vraiment, le cerveau est vraiment une magnifique machine et qu'on voit vraiment que on peut aller très loin aujourd'hui et on peut vraiment tout rebouger. Donc, moi, ça me laisse un grand espoir et aujourd'hui de retravailler justement sur les comportements humains, sur leur mode d'habitude, fait qu'en changeant une habitude, on va vraiment remodifier toute la base. C'est par là aussi qu'on va aller remodifier tous les traumatismes vécus quelque part qui ont impacté un comportement et qui se font revivre tous les jours dans le quotidien. Si on remodifie ces bases de comportement, on va aller remodifier les mémoires qui étaient sous-jacentes. Ce qui fait que c'est là ce qu'on parle d'un travail de libération ou d'épuration. Il n'y a rien de magique, hein, si ce n'est la magie de la vie, parce qu'effectivement, quand on la comprend, elle est magique. Simplement, on parle de tout sans vraiment connaître. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre évolution? Et bien, on est donc de cellules, de génétique de papa et de maman, et on arrive dans ce monde où notre cerveau commence à se construire. Donc, le premier des cerveaux qui vraiment se construit, c'est le reptilien. Il est vraiment en lien avec le métabolisme et tout notre système automatique, c'est-à-dire la capacité de respirer, le cœur qui se met en route. Donc, tout ça, c'est vraiment notre base innée. Et ce que je rajouterais, c'est que on ne devrait pas parler d'état émotionnel, mais simplement d'état d'être. C'est que l'enfant, quand il naît, il est dans un état d'être euh, serein quelque part. Il n'y a rien qui le contrarie parce que forcément, il n'a pas d'expérience. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui va nous contrarier par la suite, c'est juste les interactions avec l'extérieur. Et encore, faut-il avoir un comparatif, parce que si on n'en a pas, on acceptera beaucoup plus facilement l'extérieur. C'est ce qui se passe chez l'enfant. Dans le principe, au départ, il ne va pas refuser l'extérieur, puisqu'il n'a pas de référence tangible. Il accepte ce qui est. Par contre, il aura une étiquette si c'est agréable ou désagréable. Ça, c'est vraiment notre première mémoire qui s'inscrit en nous avec cette étiquette simplement, c'est bon ou c'est pas bon. Mais c'est juste, ben voilà, comment c'est perçu à l'intérieur, au niveau sensible, quelque part. Et l'enfant, ben, dans son développement, commence à avoir toutes ces relations avec l'extérieur qui vont se situer dans cet agréable ou désagréable. Mais on voit bien que les émotions, elles n'apparaissent que beaucoup plus tard, en tous les cas, ou par imitation, parce qu'ils se remettent à imiter finalement les parents, ou parce que ben, déjà la construction du cerveau, c'est en fait, j'ai une colère parce que je veux quelque chose qui n'arrive pas. C'est le je veux qui commence à s'installer. Donc, nous construisons déjà le début d'une personnalité. Ce qui nous fera le plus souffrir par la suite, c'est juste un personnage que nous nous sommes construits. Et ça, depuis tout petit, hein, involontairement, puisque c'est construit dans tout ce qui est vécu et dans ce qu'on nous pousse, et dans l'imitation aussi des personnages que nous voyons. Donc, petit à petit, quand le limbique, qui est vraiment le premier, le, le cerveau qui est en lien avec les émotions, mais qui est aussi en lien avec nos premières mémoires, euh, bah lui va commencer à inscrire. Donc, on voit que le cerveau, il est en train déjà de bien se construire quelque part, hein. Il commence à intégrer. Et là, on va commencer à poser le système émotionnel quelque part. Parce que dans le développement de l'enfant, c'est un processus logique. Le premier stade, c'est le stade narcissique, donc 0, 3 mois. C'est juste notre arrivée dans ce monde. C'est violent, hein, de toute façon. On passe d'un milieu aquatique à un milieu d'air. Nos poumons, ils sont en train de se déchirer. On passe d'être en fusion et on mange quand on veut, à je suis séparée. Donc la première période, c'est vraiment l'intégration de la séparation. C'est-à-dire, je ne suis plus dans le corps de maman, je suis deux. Et c'est très violent de l'intégrer. Donc c'est vraiment la phase narcissique qu'on appelle et qui est le début de cette petite construction finalement
en voie de se séparer. C'est de la séparation. Donc, on se sépare de l'unité pour aller vers quelqu'un d'individuel. Et déjà, ben, il peut y avoir des marqueurs de souffrance. Le deuxième stade, qui est le stade oral, va permettre vraiment de créer tout ce qui est en lien avec la relation. C'est un stade qui est très important parce qu'on va retrouver vraiment toutes les addictions qui seront liées à ce stade et à nos idées de manque. Un enfant, à proprement dit, ne manque pas. Il va commencer à manquer quand il aura intégré ce que c'est le manque. Il ne peut pas manquer s'il ne sait pas ce que c'est. Donc, quelque part, il y a des désaccords. Mais on pose des mots, j'ai manqué d'amour à cette époque-là, ou parce que, et on fait référence avec un cerveau d'adulte qui résonne, alors qu'enfant, c'est pas du tout ce qui est en train de se vivre. L'enfant, il n'est pas construit dans le cerveau, il va pas dire je suis en manque d'amour parce que maman ne me l'apporte pas. Comment peut-il savoir la quantité d'amour qu'il a besoin? Donc ça arrive, mais beaucoup plus tard. C'est le jeu de la relation qui s'installe. Donc on est encore dans du jeu. Et, il y a aussi cette phase très créatrice chez l'enfant, où il est beaucoup dans l'imaginaire, mais les parents les ramènent sur Terre. Donc on est vraiment dans le 3 à 18 mois. C'est un peu, je m'intègre sur la Terre. Alors, est-ce que c'est de l'amour de maman qu'on a manqué, ou plutôt commencer à intégrer des règles qui ne sont pas forcément bien pour l'enfant, parce qu'il est très rêveur. Donc là, c'est un début où on casse un petit peu ce côté rêveur de l'enfant. C'est la phase de relation. Là où il va aussi beaucoup intégrer ben, toutes les émotions entre la tristesse de l'un, la colère de l'autre, les peurs. C'est-à-dire qu'il va les intégrer sans les connaître. Il va sentir les émotions. Et moi, c'est ce que je vois aujourd'hui arriver dans mon bureau, c'est que c'est des enfants, les parents leur parlent, tiens, tu es en colère. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Ils n'ont pas la connaissance. Donc, nos mots sont erronés aujourd'hui parce que finalement, l'émotion, il faut vraiment qu'il y ait une construction dans le mental. Et aujourd'hui, les enfants qui viennent ne sont plus du tout dans la même construction que nous. Nous, on en est au balbutiement de dire, tiens, les émotions, elles sont là, juste de concrétiser que les émotions existaient. Malheureusement, on est encore à une étape qui évolue très vite, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont plus du tout dans le même registre. Ils sont beaucoup plus factuels, ils posent des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Et ce que les parents parlent des fois dans l'émotion, pour eux, ils ont juste la perception de l'émotion parce qu'ils la ressentent, bien évidemment. Et c'est très, très pertinent de pouvoir aussi leur dire, tu ressens, et c'est pas obligé qu'ils aillent se la faire expérimenter pour comprendre. Ça, c'est vraiment intéressant aujourd'hui à voir. C'est parce que nous, dans le processus, finalement, on ne nous a jamais expliqué. On a ressenti, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se la faire vivre dans la matière pour en comprendre tout le sens. Donc, c'est vraiment cette étape qui est là et qui pose finalement tout ce concept de l'émotion, mais qui sera en relation avec le mental. C'est que je commence à inscrire, ben, qu'est-ce que c'est une émotion, mais dans ma perception d'enfant. Et c'est là où on commence à déjà écrire des bêtises, quelque part. Après, on a les deux autres phases du développement, qui sera la phase anale et la phase phallique. Donc, dans la phase anale, on est vraiment dans le lâcher prise. C'est vraiment là où on a intégré beaucoup de choses. On a intégré, notre cerveau est en train de se construire et on devient de plus en plus logique. C'est-à-dire que là commence déjà une sorte de rigidité qui peut se faire rigide par la suite. Et, et c'est vraiment la période où l'enfant, soit il va apprendre à lâcher, soit il va retenir. Ça dépend ce qu'il vivra. Donc là, c'est une phase qui est quand même assez importante et et qui commence à démontrer par la suite donc, toutes les structures qui vont arriver, hein, qui seront plutôt obsessionnelles, qu'il va y avoir un petit peu plus de rigidité dans le contrôle, dans la maîtrise, les perfectionnistes, et qui, si on ne fait pas attention, peuvent conduire à vraiment des obsessionnels, à des phobiques, à des paranoïaques, euh, de plus en plus enfermés en eux. Et le stade phallique est vraiment l'intégration de l'identité à travers les jeux qu'on peut avoir avec l'extérieur, c'est-à-dire au niveau sexualité et la découverte du monde extérieur.
Et là, notre cerveau est à peu près construit. Après, nous faisons que de la reproduction. Donc, bah, ce qui joue, hein, c'est qu'on l'a bien vu, de toute façon, on a une base génétique qui peut se modifier, ce que l'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller changer ses comportements. Donc, on en a qui sont induits, qui sont innés, qui sont apportés. Et tout cela, en fait, si on ne veut pas que ça se rigidifie pour faire des adultes malheureux, eh ben, on peut commencer déjà à y travailler sur cette base. C'est-à-dire que l'enfant, lui, a déjà ce patrimoine et son regard va être dirigé là-dessus. C'est-à-dire que ce qu'il n'aura pas mis en avant quand il était enfant, il va le retrouver dans son adulte parce qu'il en est porteur dans sa génétique. Donc aujourd'hui, notre travail d'accompagnant va être quand même assez différent. C'est-à-dire qu'on va aller montrer un petit peu les mémoires que nous portons. C'est pas pour autant qu'on a besoin de se les faire vivre et c'est pas pour autant qu'on a vécu tous les traumatismes. Parce que combien de personnes, moi, sont venues me voir en me disant, je pense que j'ai été abusée. Je pense, mais qui pense? Ça ne vient pas de notre tête, en général, c'est de notre corps. Donc, si notre corps, lui, ne nous envoie pas un message révélateur de cela, c'est que c'est pas de nous, c'est que c'est une mémoire que nous portons. Je vais rassurer à peu près tout le monde, puisque vu qu'on porte de la génétique de papa et de maman, on doit avoir à peu près tous les traumatismes qu'on trouve sur la planète. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans toutes les familles du viol, de l'inceste, des meurtres. On va tout retrouver puisque nous avons un inconscient collectif qui est la base de nous tous. Nous sommes tous interconnectés. Donc, ça n'a rien de transcendant que de dire, moi, j'ai vécu ça. Oui, certainement. À quel niveau? Voilà, c'est nous d'aller chercher à quel niveau. Et après, ben, c'est bien de l'avoir trouvé, mais c'est pas de dire à la personne, OK, vous portez ça, il en fait quoi? C'est de pouvoir après retravailler sur un comportement, à changer un comportement. Donc, on va aller influencer l'épigénétique, on va aller bouleverser les connexions au niveau des synapses qui vont aller recréer un nouveau système de pensée et ça va aller recréer un nouvel environnement parce que forcément, si je change ma façon de penser, si je change ma façon de faire, je vais me recréer un nouvel aujourd'hui, actuel, présent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment d'aller revoir tout ça. Et que moi, je trouve qu'on vit une période qui est magnifique parce que bah, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de possibilités et qu'on peut vraiment se faire évoluer si on le souhaite. Parce que la seule condition qu'il faut, c'est être acteur de ce que l'on veut. Donc, si on le souhaite vraiment, on peut vraiment s'apporter le meilleur. Mais je vous promets aussi qu'on peut aussi s'apporter le pire. Ça, c'est notre choix. Il n'y a aucun jugement à avoir. Il faut juste être conscient de ça. C'est qu'aujourd'hui, on peut se faire vivre le pire comme le meilleur. Voilà, je voulais juste repréciser ça parce que ça complète un tout petit peu ce que moi j'ai pu dire. Euh, et puis que je tire vraiment, j'ai un grand respect pour tous ces précurseurs qui, à leur époque, ont montré ou démontré avec leurs outils toutes ces constructions. Et puis, tous ces chercheurs qui continuent et qui nous apportent encore matière à évoluer, à pouvoir reconsidérer bah, le qui nous sommes. Et puis, ça renvoie tellement d'espoir. Et quand nous connaissons de mieux en mieux, on s'aperçoit que finalement, on peut vraiment bah, se guérir, se comprendre, évoluer et surtout faire évoluer aussi la vie sur Terre et la conscience de l'humain. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.